Aujourd'hui, nous allons dépasser les clichés pour découvrir la M3 E46 sous un nouveau jour. Bonjour, je suis Alex Wagner, ingénieur motoriste et passionné de BMW, et dans ce nouvel épisode des BMistes, préparez-vous à un essai hors du commun. Nous allons explorer ensemble tous les petits détails insolites de cette M3, prendre une piqûre d'adrénaline au volant et enfin attribuer à cette icône populaire son BM Score. Ah putain, non mais aucun moteur turbo ne peut faire ça. Quand on monte dans les tours, ça me fait penser à un essaim de guêpes furieuses qui sont coincées dans le tambour d'un set de batterie. Reste un point contentieux auquel, à ma connaissance, aucune vidéo YouTube n'a encore apporté de réponse. Alors installez-vous confortablement avec votre café, c'est parti pour une aventure pleine de surprises et de révélations inédites. Avec le recul, on réalise aujourd'hui que les années 2000 étaient une sorte d'âge d'or pour les voitures de sport. À cette époque, la technologie était tout juste suffisante pour assurer performance, sécurité et fiabilité et n'avait pas encore envahi et alourdi les véhicules, préservant ainsi une expérience de conduite authentique et pure. Dans ce contexte-là, la M3 E46 occupe une place de choix. Elle représente le point culminant des BMW traditionnels avec son design intemporel et son 600 lignes atmosphérique à haut rendement. La M3 E90 qui lui a succédé a pris un tournant différent. Plus grande, plus confortable, propulsée par un V8, elle semblait se rapprocher davantage d'une M5 que d'une M3 traditionnelle. Les générations suivantes ont réintroduit le 600 lignes, mais cette fois suralimenté, réponse nécessaire à des normes d'émission de plus en plus strictes. Bien que puissants, ces moteurs turbo ont perdu quelque chose en chemin. La réactivité, l'allonge interminable et la mélodie incomparable des atmosphériques. Imaginons que les moteurs sont comme des musiciens. L'atmosphérique à haut rendement, c'est comme un guitariste acoustique. Il offre un son pur, direct et touchant. Quand il gratte les cordes ou appuie sur l'accélérateur, le son est immédiat et clair. Ce guitariste n'a pas besoin d'amplificateur ou de boîte à effets pour se faire entendre. Sa musique est pure, authentique et organique. Mais il a ses limites. Il ne peut pas jouer aussi fort que certains instruments électriquement boostés. Le moteur turbo moderne, en revanche, c'est comme le guitariste électrique avec son ampli et sa boîte à effets. Une fois son ampli branché, il produit une performance puissante et modulable. Ces outils lui permettent une infinité de nuances sonores, un peu comme les enceintes des BMW modernes qui reproduisent dans l'habitacle un bruit moteur artificiel. Plus polyvalent, le guitariste électrique sacrifie néanmoins l'authenticité et la pureté du son acoustique. Le moteur atmosphérique séduit par sa réponse directe et son timbre authentique, là où le moteur turbo brille par sa souplesse et sa puissance modulable. En fin de compte, la M3 E46 apparaît comme le bouquet final de la BMW traditionnelle, témoin d'une époque révolue. Et vous alors, vous êtes plutôt équipe Atmo ou clan turbo ? À première vue, la M3 E46 se distingue de son prédécesseur, la M3 E36, par son style nettement plus affirmé. Son design agressif avec un bouclier avant sculpté, une jupe arrière spécifique et surtout des ailes élargies trahit sa nature sportive. Le bossage du capot en aluminium suggère la mécanique en dessous et d'élégantes ouïes latérales rappellent le coupé E9. Moins beau, ce sont les fausses ouïes en plastique chromé dispo pour 15 € sur eBay et à coller au double face sur sa 120D. Et tu sais quoi d'autre est pas beau? Que tu sois pas encore abonné à ma chaîne. Alors clique sur le bouton s'abonner pour rejoindre les BMistes et ne rien louper de mes essais pas comme les autres de BMW iconiques. Venez voir mon détail préféré, ce sont les 4 sorties d'échappement devenues signature des modèles M. Ainsi, la M3 E46 assume fièrement son statut d'authentique voiture de sport, loin des fausses sorties d'échappement chromées qui ornent l'arrière de prétendues sportives modernes. C'est marrant, mais ce qui nous semblait audacieux en 2000 nous apparaît aujourd'hui d'une élégance sobre. À l'opposé de la M3 G80 de 2020 et son avant criard, on a ici un modèle de nuance, de retenue et d'équilibre intemporel. Certes, elle porte le logo M3 à l'arrière, mais les passionnés n'en ont pas besoin pour la reconnaître. Ceux qui savent, savent. Ce logo servirait aujourd'hui à flatter l'ego des conducteurs de Tesla qui s'imaginent que gratter une M3 au démarrage équivaut à conduire une sportive. Ok, le plumage est superbe, mais le ramage. La M3 E46 cache sous ses courbes racées un arsenal d'évolutions techniques sportives.
Déjà, le moteur est une pure merveille d'ingénierie par rapport à laquelle j'espère dans un instant vous apprendre des petits détails insolites que même ses plus grands fans ne connaissent pas encore. À l'arrière, un pont autobloquant sophistiqué aide la puissance à passer au sol en évitant qu'une seule roue ne puisse patiner prématurément. Un rapport de pont plus court favorise les accélérations et les reprises au détriment de la vitesse maxi. De toute façon, cette dernière est limitée à 250 suite à un accord entre constructeurs allemands pour apaiser les écologistes et autres groupes de pression qui voudraient mettre fin aux portions non limitées des autobahns, des autoroutes allemandes. Des voies élargies favorisent la stabilité. Il y a des éléments de suspension en aluminium pour limiter la prise de poids et une géométrie spécifique pour favoriser l'inscription en courbe au détriment de la stabilité en ligne droite. Des ressorts courts et des amortisseurs et barres anti-roulis plus fermes permettent de mieux maîtriser la masse en virage. Une crémaillère de direction plus directe favorise l'agilité. Des jantes et des pneus plus larges pour une meilleure adhérence et un freinage renforcé. Alors attendez, avant de sauter dans les commentaires pour me dire que les freins de la M3E46 sont en chocolat, attendez mon essai dynamique parce que mon point de vue est à contre-courant de ce qu'on lit dans les forums et pourrait vous surprendre. Notre exemplaire du jour est équipé de la très controversée boîte manuelle robotisée SMG réservée au modèle Motorsport. Je tenais à essayer pour vous une version SMG pour vous apporter une évaluation nuancée et vous indiquer pour quel BMiste elle peut représenter un vrai plus. Mais avant ça, moteur. Vous êtes là pour ça, non? Alors pas besoin d'être en panne pour lever ce capot. On serait justifié de le lever tous les dimanches matins dans son garage, rien que pour se recueillir en silence. Nom de code S54, ce moteur mythique est une évolution du S50 qui équipait la précédente M3E36. On retrouve donc la fameuse admission à 6 papillons dont j'ai expliqué tout l'intérêt dans ma vidéo sur la M3E36. Idem le double Vanos qui varie le calage des arbres à cames qui commandent les soupapes, qui donne au moteur son allonge incroyable et qui lui permet de faire ce qui auparavant était impossible, à savoir avoir du coffre dans les régimes intermédiaires et hurler dans les tours. Mais en tant qu'ultime évolution du 600 lignes atmosphérique à haut rendement chez BMW, le S54 va encore plus loin que le S50. La cylindrée de 3,2 litres est augmentée un chouïa de 45 cm3 pour arriver à son maximum. Le taux de compression aussi, passant de 11,3 à 11,5 à 1. Tout ce qui est mobile dans le moteur est repensé et allégé. Vilebrequin, piston et bielle forgée, arbre à cames creux, basculeur de soupape inspiré de la compétition et un revêtement en graphite sur les pistons pour réduire leur frottement. Le calculateur moteur prend un coup de jeune, utilisant des algorithmes plus évolués et tournant plus rapidement, ce qui permet d'optimiser la combustion pour de meilleures performances, une consommation moindre et une meilleure dépollution. Tout ça permet de repousser la zone rouge de 7600 tours pour atteindre le magique 8000 tours, pour une puissance spécifique de 106 chevaux au litre. Il y avait dans les années 2000 que la Honda S2000, la Ferrari 360 et la Porsche 996 GT3 qui pouvaient en faire autant. Au passage, est-ce que vous vous rendez bien compte de tout l'effort et de l'investissement des ingénieurs BMW pour gagner une vingtaine de chevaux sur un moteur atmosphérique à haut rendement? Cela doit vous rendre sceptique quand le fabricant d'un échappement, d'une admission directe ou d'une puce de reprogrammation vous promet des gains similaires pour seulement 500 €. Mais au-delà de toutes ces évolutions incrémentielles, il y a une innovation qui vient tout changer, c'est le papillon motorisé. Pour le meilleur et pour le pire, il permet d'intervenir sur la commande des gaz à la place du conducteur. Nommé DSC pour Dynamic Stability Control et ASC plus T pour Anti-Slip Control plus Traction, le but de ces fonctions est de vous éviter de finir dans un platane. Dans un instant, lors de l'essai dynamique, on parlera du fonctionnement pratique et de l'efficacité réelle de ces systèmes. Le S54, comme le S50 qui l'a précédé, n'est pas juste un moteur puissant, c'est un moteur sportif, utilisant des techniques issues de la compétition. Et en cela, il diffère beaucoup d'un moteur de grande série. Imaginons que les moteurs de voiture sont comme des types de chaussures. Un moteur de grande production, c'est comme une paire de baskets pratiques et confortables. Ils ne coûtent pas trop cher, ils durent longtemps et ils conviennent pour la plupart des usages. Ces moteurs sont conçus pour être fiables, économiques et faciles à entretenir. Un peu comme tes baskets préférées que tu as tout le temps au pied et qui ne te font jamais mal. Maintenant, imagine un moteur sportif comme une paire de baskets à crampons étudiées spécialement pour l'athlétisme. Mais ces chaussures spécialisées coûtent plus cher, s'usent plus vite et seraient moins adaptées à un usage courant. Les moteurs sportifs, c'est similaire. Ils réagissent vite, ils performent, ils apportent beaucoup d'excitation, mais ils coûtent plus cher, ils demandent un entretien exigeant et ils sont moins adaptés à un usage quotidien. Les deux ont leurs avantages, mais ils servent des objectifs très différents.
En pratique, par rapport à un moteur de grande production, le S54 va nécessiter des vidanges un petit peu plus fréquentes avec une huile spécifique, un réglage aux soupapes tous les 40 000 km, une surveillance du système Vanos de déphasage des arbres à cames et un changement des coussinets de bielle tous les 150 000 km. Vous savez, les coussinets, ce sont ces petites lames en métal très résistants et glissants qui servent à assurer le contact entre le vilebrequin et la bielle en préservant ces derniers. Alors ces spécificités ne doivent pas être vues comme des défauts, mais sont les exigences normales de l'entretien d'un moteur sportif. Pour ceux que ça dérange, il y a la E46 330 CI qui est un must en matière de voitures de grande production, mais c'est pas une M3. Reste un point contentieux auquel, à ma connaissance, aucune vidéo YouTube n'a encore apporté de réponse. Cela peut vous étonner, mais ça concerne la McLaren F1, cette hypercar des années 90 qui vaut aujourd'hui 20 millions d'euros, en partie parce qu'elle a gagné les 24 heures du Mans en 95 lors de sa première participation, en battant les sports prototypes de la catégorie Rennes. Non seulement elle a gagné, mais elle a trusté 4 des 5 premières places. Je ne l'oublierai jamais, j'y étais personnellement. Alors attention, sauf si comme moi vous avez chopé un virulent virus de BMiste, vous allez peut-être vouloir sauter la minute qui vient. Car voilà, cette McLaren F1 est motorisée par un V12 conçu par BMW Motorsport. Et certains possesseurs de M3 E46 aiment à penser que leur S54 n'est rien moins que la moitié d'un V12 de McLaren F1 qui porte lui le nom de code S70/2. Et c'est pas déconnant comme idée, parce que le V12 BMW de grande série, le M70, qui propulsait dans les années 80 et 90 la berline 750i et le coupé 850i, était en effet créé en rassemblant 2 6 cylindres, le petit M20 de chez BMW, pour en faire un V12. Du coup, le V12 M70 et le 6 en ligne M20 partagent des dimensions clés comme l'alésage, la course, le taux de compression et ont certaines pièces qui sont interchangeables. Le V12 est même géré par 2 calculateurs, 2 pompes à essence, 2 allumeurs, 2 débitmètres d'air, donc il fonctionne vraiment comme 2 600 lignes rassemblées autour d'un vilebrequin commun. Mais le V12 M70 et le 600 ligne M20 sont tous deux finalement destinés à un usage similaire. A contrario, le V12 S70/2 de la McLaren F1 et le V12 M70 des BMW 750i et 850i n'ont rien à voir. Et le S54 n'est pas un demi S70/2. Pourquoi ? On est à nouveau dans l'analogie des différentes paires de baskets utilisées pour des usages différents. Entre un moteur de M3 et le V12 de la McLaren F1, il y a des grosses différences de cahier des charges sur la longueur, la hauteur, la rigidité, le poids. Et puis BMW a produit 1000 fois plus de S54 pour leur M3 que de S70/2 pour la McLaren F1. On est sur des productions pour la McLaren d'une centaine, alors que le S54, c'est plutôt 100 000. Donc les critères de coût, de fabrication, de longévité et de réparabilité ne sont pas du tout les mêmes. Cela dit, et au risque de me contredire, les deux moteurs sont bien cousins. Les deux sont conçus par le célèbre ingénieur motoriste de chez BM, Paul Roche, et les deux partagent des principes de conception et d'ingénierie qui sont similaires. Une grande réactivité, une puissance spécifique au-dessus de 100 chevaux au litre, une capacité à prendre des régimes élevés, une souplesse sur les régimes intermédiaires. Tout ça, ça donne une plage d'utilisation très large. Et écoutez les sonorités des deux moteurs cousins. Ici, le S54 est en version CSL avec sa boîte carbone et la McLaren F1 a bien sûr elle aussi une boîte carbone. Dites-moi dans les commentaires si vous entendez la similitude familiale. Du rugissement du lion à son antre, bienvenue à bord de la M3 E46. Alors c'est un modèle du marché anglais, donc conduite à droite ou RHD pour Right Hand Drive. J'ai l'habitude des conduites à droite personnellement puisque je suis franco-britannique et j'ai vécu 18 ans en Angleterre quand même. On s'y fait en à peu près 2 heures et ça permet d'acheter une voiture moins chère puisque les voitures sont typiquement moins chères sur le marché anglais. En ville et sur autoroute, la conduite à droite ne change strictement rien. Et sur petite route, il y a un avantage, c'est que comme on est côté caniveau, on peut mieux jauger son placement sur la route. Et l'inconvénient de la visibilité en dépassant, quand on a 343 chevaux, c'est pas tellement un inconvénient. Au moment du tournage, cet exemplaire est disponible à l'achat. Cosmétiquement dans son jus, mécaniquement très bien entretenu, je connais cet exemplaire depuis plusieurs années et je peux vous le recommander.
Si elle est encore disponible au moment de la publication de la vidéo, alors je mettrai le lien de l'annonce dans la description. Plusieurs touches nous rappellent qu'on est à bord de la version Motorsport de la E46, les seuils de porte quand on monte à bord, le volant M avec ses boutons multifonctions qui font pour la première fois leur apparition, mais surtout une instrumentation M. Les compteurs arborent un fond gris, on se sent privilégié. Le compte tours innove, moteur froid, la zone rouge peut démarrer aussi bas que 4000 tours, puis la zone va augmenter progressivement jusqu'à atteindre les pleins 8000 tours. Par rapport à la E36, les matériaux et la qualité d'assemblage a été grandement améliorée. Les boutons sont très solides quand on les appuie, et le commodo de clignotant est très tactile, agréable à utiliser. Bon, il paraît que les conducteurs de BMW ne l'utilisent pas très souvent, c'est dommage. Heureusement, c'est tout aussi agréable de faire des appels de phare. Maintenant, abordons sans plus tarder le sujet brûlant, la commande de boîte SMG. Dans la mesure où à peu près la moitié des M3E46 est équipée SMG, il faut qu'on en parle. D'abord, le système SMG était réservé aux modèles Motorsport comme la M3 ou la M5. Alors regardez un détail curieux, sur la console centrale, les initiales SMG, Sequential Manual Gearbox. On peut se demander pourquoi le M est plus gros. La réponse est qu'à l'origine, SMG faisait référence aux 3 partenaires techniques qui ont développé ce système. Sachs, Motorsport, Getrag. Et évidemment, BMW s'est donné le droit de mettre leur M plus gros que les 2 autres. Alors c'est une boîte manuelle normale, mais avec un système électro-hydraulique qui commande les passages de rapport. Donc il n'y a ni pédale d'embrayage, ni levier traditionnel. À la place, il y a des contacteurs liés à ce levier et qui sont répétés avec les palettes au volant, qui envoient un signal électrique à un calculateur qui lui va commander la pompe, qui, elle, va changer le rapport et commander la pédale d'embrayage. Donc c'est un système comme Airbus de fly-by-wire, c'est-à-dire qui supprime la liaison mécanique traditionnelle au profit de signaux électriques envoyés dans des fils. Alors le système est très sophistiqué. Il détecte le point de patinage de l'embrayage, il compense le niveau d'usure de l'embrayage, il est capable de passer des rapports en 80 millisecondes, c'est-à-dire la moitié d'un battement de sourcil, il met des petits coups de gaz au rétrogradage pour éviter les à-coups, et il y a même un launch control pour optimiser ses départs canons pour faire un 0 à 100. Là sur la M3E46, c'est la seconde génération, le SMG2, beaucoup plus sophistiqué, rendu possible par le calculateur moteur évolué du S54 et son papillon de gaz motorisé. À cette époque, d'autres constructeurs lançaient leur version de ce système devenu emblématique de l'époque. Célespeed chez Alfa, Cambio Corse chez Maserati, e-Gear chez Lamborghini ou F1 chez Ferrari. L'idée était de capitaliser sur l'image du changement de rapport par palette au volant utilisé depuis peu en Formule 1, en proposant une technologie nouvelle qui apportait une amélioration objective des chronos sur piste. Et parmi tous les systèmes, le SMG2 était probablement le premier à bien gérer le principe d'une boîte manuelle robotisée par simple embrayage. Pourtant, à lire certains posts de forum, on pourrait croire que la SMG2 est pas fiable, lente, maladroite et peu engageante. À croire qu'une M3 ainsi équipée ne vaudrait pas plus qu'un paquet de chips. Mais patientez un instant, on va se faire notre propre opinion lors de l'essai dynamique. L'architecture de l'habitacle reste agréablement traditionnelle, la E46 étant la dernière à proposer un poste de conduite orienté vers le conducteur. De même, c'était la dernière génération disponible sans écran central, ce qui fait qu'elle vieillit bien. Saviez-vous que Bugatti, pour leur hypercar Veyron produite entre 2005 et 2015, ils ont délibérément omis tout écran de l'habitacle? Pour ce modèle d'élite vendu plus d'1 million d'euros, ils savaient que tout écran, 10-15 ans plus tard, serait forcément obsolète, voire ridicule. Sur la console centrale, vous avez 2 boutons discrets, DSC et Sport, mais qui pourraient tout aussi bien être colorés en rouge. Le bouton DSC permet de couper le contrôle de trajectoire. Quand on l'appuie, un avertissement s'affiche au tableau de bord pour prévenir du tête-à-queue qui guette. Idem le bouton Sport qui semble libérer tout d'un coup 50 chevaux additionnels, mais ça aussi on va en reparler. Et c'est pas fini pour les boutons insolites. Regardez les commandes des lève-vitres. En fait, les custodes arrière ne baissent pas, elles pivotent. Mais pour faire des économies, ils ont gardé le bouton standard avec le pictogramme des vitres qui baissent. À l'arrière, la M3 accueille 2 adultes, donc a fortiori pour vos amis ou pour vos enfants, ça va bien. Il y a même un accoudoir central pour le confort et un cendrier au cas où vos enfants sont fumeurs. Par contre, les vitres custodes ne s'ouvrent pas très large, donc pensez bien à équiper les enfants de sacs à vomi. Le coffre est cohérent, capable d'avaler les bagages de 4 personnes. Et regardez, la banquette se rabat. Voilà de quoi prouver à votre femme que vous avez acheté une familiale raisonnable.
Bon les BMistes, nous voilà pour l'essai dynamique de la M3 E46. Première impression, comme souvent chez BMW, c'est la position de conduite qui est excellente. Premier indice qu'on est à une époque charnière entre la tradition et la modernité, c'est le volant. On a une jante de volant qui commence à être épaisse, c'est-à-dire on n'est plus à l'ère E36 avec la jante fine et on n'est pas non plus sur les BMW modernes avec une jante exagérément épaisse. Alors maintenant, il faut qu'on parle de cette zone rouge variable. Je trouve que c'est un peu un gadget parce qu'on a une jauge de température d'huile et donc on sait très bien que quand l'aiguille de l'huile indique la verticale, autour de 100 degrés, c'est là qu'on peut cravacher la monture et que quand on en est loin, il faut y aller plus mollo sur le régime, mais pas seulement le régime, sur la charge aussi. C'est-à-dire que ce ne serait pas une bonne idée de mettre seulement 3000 tours, mais de mettre l'accélérateur à fond, la pleine charge, quand l'huile moteur est encore froide. Alors tout de suite, au niveau de la direction, ce qui frappe, c'est la précision. Il n'y a pas de zone morte. Dès qu'on commence à mettre de l'angle, la voiture veut s'inscrire en virage. La communication qui remonte par la route vers le volant, comme souvent chez BMW, c'est pas exceptionnel. C'est pas une Porsche des années 70. On n'a pas le volant qui danse dans les mains. L'accélérateur est correct, sans plus. On n'a pas le même plaisir qu'on a sur une M3 E36, cette espèce de sentiment de commander mécaniquement 6 papillons. Alors le toucher de route, on n'est pas sur ce que Porsche faisait à la même époque. Quand on a conduit une Porsche, si on passe juste après à une BM, on a un peu l'impression que la suspension est, je sais pas comment dire, en bois. C'est pas que c'est ferme, c'est que c'est inerte. Voilà, c'est ça le mot. C'est inerte, alors qu'une Porsche va respirer, va danser. Cela dit, c'est pas non plus un toucher de route qui est gênant. Simplement, quand on va attaquer sur des petites routes, on va pas être ébahi par le toucher de route, simplement on va l'oublier et on va pouvoir se concentrer sur le processus de conduire. C'est déjà pas mal parce que dans beaucoup de voitures, le toucher de route est franchement mauvais, ou saccadé, ou sec. C'est pas le cas ici, c'est tout à fait agréable et acceptable. Alors le moteur, là on se traîne à 40 km/h, je suis en 3e vitesse. Si je mets pied au plancher, ça part tout de suite. Il y a du couple en bas, il y a du couple partout. Là, je passe en 4e, je mets pied au plancher, ça enroule, voilà, c'est un moteur qui est bien plein, souple. Alors l'huile est bien chaude, on va voir ce que donne l'allonge du S54. Là, je suis en première, 2e, 3e, ouais. Il y a de la puissance partout, il y a du couple partout, on n'a pas besoin de plus de 340 chevaux. Ça devient une sauvagerie dès lors qu'on dépasse à peu près les 4500 tours. Ouais, dans ce rond-point que je prends un petit peu plus vite, les masses sont bien tenues, la direction répond bien, elle a envie d'y aller. On parlera plus tard de la boîte de vitesse. Le truc avec le S54, c'est pas tant une question de couple et de puissance, parce que la couple et la puissance, on peut l'avoir d'un moteur de grande production à partir du moment où on met soit de la cylindrée, soit un turbo. C'est une question de charisme, de caractère. Ce truc-là, écoutez. Voilà, c'est la façon dont la puissance est délivrée, la façon sauvage, c'est la réactivité à l'accélérateur. Voilà, ça colle tout de suite au siège. Dès qu'on met pied au plancher, la puissance est là. Voilà. Ah putain, non mais aucun moteur turbo ne peut faire ça. Je vais vous faire écouter la sonorité à nouveau. Écoutez, là je suis en seconde. Je sais pas, moi ça me fait penser à, quand on monte dans les tours, ça me fait penser à un essaim de guêpes furieuses qui sont coincées dans le tambour d'un set de batterie. Écoutez. Vous êtes d'accord ou pas? Il faut dire que le pont court qui est livré avec la M3 E46, ça aide. Ça veut dire que tout de suite, on a de la reprise, ça accélère fort. Maintenant, il faut qu'on parle du bouton sport. Je vais l'appuyer et tout d'un coup, j'ai l'impression d'une arrivée nouvelle de puissance.
Mais ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas tout d'un coup vraiment plus de puissance. Simplement, le débattement virtuel de l'accélérateur électronique a été raccourci. Donc pour une position pédale donnée, ça va ouvrir les papillons motorisés davantage et donc donner plus de puissance et de couple. Sauf qu'ils appellent ça un bouton sport. Moi, je trouve que c'est l'inverse d'un bouton sport, parce que quand on conduit sportivement, ce qu'il faut, c'est une longue course d'accélérateur pour pouvoir doser finement la puissance et le couple. Donc le bouton sport, je trouve ça pire que nul, je trouve ça contre-productif. Je trouve que c'est un gadget marketing pour faire croire aux gens qui n'y connaissent rien qu'ils ont une voiture de sport. C'est vraiment pas digne d'une M3. Est-ce que je suis trop sévère ? Alors maintenant, le bouton DSC qui sert à couper les aides électroniques. Mon reproche avec le système DSC, c'est qu'il intervient trop tôt. Dès qu'il y a le moindre début de patinage, le système va couper les gaz, couper l'allumage, un peu en mode « Ouh là là, le mec il va se planter », alors qu'en fait on est juste en train d'attaquer. Les systèmes équivalents chez Porsche interviennent plus tard et donc on peut rouler sportivement avec. En plus, le danger de rouler tout le temps avec un filet de sécurité, ça veut dire qu'on va y prendre goût et on va plus faire attention, et ça veut dire qu'on ne pourra plus conduire sportivement des voitures plus anciennes. Donc c'est peut-être des mauvaises habitudes. L'autre jour, j'étais en train de rouler avec ma M3 E36 par des conditions exécrables. Il y avait du brouillard, il y avait de la pluie, il faisait 1,5 degré, j'étais avec des pneus été, qui plus est assez usés, et pour autant, je me suis demandé, est-ce que j'aurais voulu, à ce moment-là, avoir des aides à la conduite, un DSC ? La réponse, c'était non. Parce que même si, il est vrai, ça aurait été confortable et j'aurais pu me reposer, j'aimais bien que la voiture m'oblige à me concentrer sur le processus de conduite. Ça m'engage plutôt que de me laisser oublier. Et ça, j'apprécie. Et vous, vous êtes pour ou contre les aides électroniques style DSC ? Alors maintenant, il faut qu'on parle d'un sujet qui potentiellement fâche, ce sont les freins, qui sont réputés être en chocolat concernant la M3 E46. Et il est vrai que si on veut faire du circuit avec sa voiture, il faut monter un kit gros frein, comme fait AP Racing. Par contre, je ne suis pas d'accord qu'ils sont insuffisants sur route. Et même en conduite sportive, je l'ai déjà expérimenté pendant une semaine dans les Alpes, ça tient bien. Ils sont un peu limites, mais ça tient. Il faut apprendre à freiner. Le freinage normal, ça s'appelle un freinage progressif, c'est-à-dire qu'on attaque doucement la pédale et plus on se rapproche du virage, plus on met de la pression sur la pédale. En conduite sportive ou sur circuit, c'est pareil, on va utiliser un freinage dégressif. C'est-à-dire que l'attaque initiale de la pédale sera très forte. Pourquoi ? Parce qu'à vitesse élevée, quand les roues sont en train de tourner rapidement, c'est là où la voiture peut accepter une grosse puissance de freinage sans risquer de bloquer les roues. Et plus on va se rapprocher du virage, et plus la vitesse va se réduire, et plus il faudra soulager la pédale de frein pour éviter de bloquer les roues. Il y a un autre concept qui se rajoute à ça, qui en anglais s'appelle le trail braking. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle en français, je ne sais plus. Mais c'est le phénomène qui fait que quand on inscrit la voiture sur les freins dans un virage, il va falloir soulager là aussi la pédale de frein. Pourquoi ? Parce que l'adhérence du pneu va être partagée entre la charge prise pour freiner la voiture et la charge prise pour l'inscrire dans le virage. Donc plus on va mettre de l'angle au niveau du volant, plus il y aura de l'adhérence mobilisée au niveau du pneu pour faire changer la direction de la voiture, et moins on pourra freiner la voiture, et donc plus il faudra soulager le frein. C'est un peu comme des vases communicants, c'est-à-dire plus on met de l'angle au niveau du volant, et moins par vase communicant on peut mettre du frein. Alors tout ça pour revenir au freinage de la M3 E46, c'est que quand on utilise un freinage progressif, c'est-à-dire un freinage routier classique, le problème c'est qu'à force de vouloir réduire les à-coups pour le passager, en étant doux sur la pédale, en fait pour freiner la voiture, on va allonger la durée de freinage. Et ça veut dire que les plaquettes vont être en contact avec le disque pendant plus longtemps, et donc il y aura plus de durée de transfert
thermique entre le système de frein et le liquide de frein contenu dans le bocal. Et donc le liquide de frein va monter plus vite en température. Alors que quand on utilise un freinage dégressif, c'est-à-dire qu'on va attaquer très fort la pédale de frein, la quantité de freinage sera la même, mais on va freiner pendant une durée plus courte. Ça sera un freinage plus violent qui ne va certainement pas ménager le passager, mais qui par contre va ménager les freins. Pourquoi? Parce que le temps de contact entre les plaquettes de frein et le disque sera raccourci, et du coup il y aura moins de temps pour qu'il y ait un transfert de charge du système de freinage vers le liquide de freinage dans le bocal, qui du coup va moins monter en température. Quand on utilise une M3 de façon sportive, même en descente d'un col alpin, tant qu'on utilise un freinage dégressif, c'est-à-dire un freinage assez violent, sec, raccourci dans le temps, qu'on ne laisse pas traîner surtout son pied sur la pédale de frein, et bien là, les freins vont tenir, ne vont pas surchauffer. Alors maintenant, on va parler de la fameuse boîte SMG. La première surprise que j'ai eue en prenant le volant, c'est à quel point le système est progressif à basse vitesse. Voilà, quand on évolue sur un filet de gaz, les rapports passent doucement, c'est agréable. On peut faire de la ville, on peut être dans des embouteillages, on peut manœuvrer et la boîte va gérer très bien. Ça va être reposant, la voiture va être beaucoup mieux qu'une boîte manuelle dans ces circonstances-là. Ça, c'est clair. Alors en préambule, il faut que je vous dise que cette boîte SMG a été optimisée puisqu'elle a reçu le software de la version CSL. Alors c'est un upgrade qui se fait très bien. Chez un spécialiste BMW, ça va vous coûter grand maximum 200 €. Donc il ne faut pas s'en priver. La boîte SMG comporte plusieurs modes. Il y a un mode automatique où tout est géré pour le conducteur et il y a un mode manuel avec lequel on doit changer soi-même les rapports, soit avec les palettes au volant, à droite pour monter, à gauche pour descendre, soit avec le levier au centre. Et là, on va tirer vers soi pour monter les rapports ou pousser pour baisser les rapports. Et ça, c'est le bon sens. Il y a certains fabricants, constructeurs qui font ça à l'envers. Ça veut dire que quand on est en train de freiner, le corps a tendance à basculer vers l'avant avec l'inertie. Et c'est à ce moment-là qu'on va tomber des rapports. Et donc, on va appuyer sur le levier. Et à l'inverse, quand on accélère, le poids du corps a tendance à être plaqué au siège. Et donc, le bras va spontanément venir en arrière. Et c'est là où on va tirer vers l'arrière sur le levier. C'est ça la bonne logique d'avoir une commande séquentielle sur un levier. Alors il y a plusieurs niveaux de changement. Ça va du niveau 1 au niveau 6 et le niveau 1 étant le plus souple, le niveau 6 étant le plus violent, le plus sportif. Ça va agir à la fois en mode manuel et en mode automatique et ça va jouer sur la vitesse de changement de rapport et aussi en mode automatique sur le niveau de régime auquel le rapport va changer. Alors on va mettre la boîte dans le mode numéro 2. Le mode numéro 1 est réservé pour l'hiver avec la voiture qui démarre en seconde. Donc on va laisser le mode 2 et on va passer les rapports manuellement. Alors je mets en mode manuel. On est en mode 2, je suis en deuxième rapport. Voyons ce que ça donne. Ouais, il y a une coupure de couple qui est peut-être un peu longue là. Et maintenant on va mettre la boîte en mode 5. Et là on va passer les rapports. Ah oui, ça passe beaucoup plus vite. Alors la boîte met des coups de gaz au rétrogradage, je vais vous montrer. Si on arrive à un freinage et on rétrograde, voilà, parfaitement bien géré. Alors l'interruption de couple qu'il y a quand on utilise une boîte SMG, c'est pas forcément quelque chose d'indésirable. Ça ponctue le rythme, ça met du caractère. Que vous saviez par exemple que les boîtes à double embrayage Ferrari, qui en principe avec la technologie double embrayage n'ont pas à avoir un à-coup, introduisent artificiellement un à-coup au titre du caractère. Alors faisons un peu le point du système SMG. C'est un avantage évident pour ceux qui ont des problèmes d'articulation ou de jambes. C'est aussi une solution évidente pour ceux qui font beaucoup de villes ou du trafic, des embouteillages. Ça marche vraiment très bien dans ces circonstances-là. Également pour les fanas de pilotage, ça libère les mains pour les garder sur le volant. Ça libère aussi de l'attention pour se concentrer sur ses trajectoires. Peut-être aussi les fans de technologie, parce qu'il y a une certaine fascination à avoir un robot
qui pilote l'embrayage pour soi. Et il ne faut pas oublier l'aspect économique. Les versions boîte SMG coûtent moins cher que les versions boîte manuelles. Ça peut être un facteur. Au titre des inconvénients, il y a une perte de contrôle qui est évidente. C'est-à-dire que même si on peut choisir la rapidité des changements de rapport, le problème c'est qu'on ne peut pas, comme on le ferait dans une boîte manuelle, changer la plupart du temps cool et tout d'un coup, pour un changement, faire un changement rapide. Je ne sais pas moi, par exemple, si on vient de doubler une Tesla qui a la vitre ouverte et qu'on veut faire une explosion de bruit dans son habitacle, non, c'est nul. Peut-être parce qu'on va faire un dépassement, tout d'un coup on veut changer de rapport rapidement. Et on fait ce qu'on veut. Alors que dans une boîte SMG, il faut trifouiller avec les modes. Évidemment, il faut parler d'obsolescence parce que dans le genre boîte qui change de rapport tout seul par opposition aux boîtes manuelles, on a fait mieux depuis. Après, certains pourraient défendre que ça a un certain charme. C'est la photo d'une époque, c'est comme ça que c'était dans les années 2000. Il y a un point d'interrogation sur la fiabilité du système, mais d'un autre côté, comme c'est une voiture en version SMG qui est moins coûteuse à l'achat, l'un dans l'autre, on doit s'y retrouver. Pour certains, la boîte SMG, c'est le meilleur des deux mondes, parce qu'on a de l'automatisation, ce qui permet de se concentrer sur ses trajectoires et de garder les mains sur le volant, et en même temps, on a la vivacité d'une boîte manuelle, qui est commandée par électro-hydraulique, par opposition au système de boîte automatique traditionnelle à convertisseur de couple qui sont plutôt molles et onctueuses. Pour d'autres personnes, ça va être le pire des deux mondes parce qu'on n'aura pas le contrôle total qu'on a avec une boîte manuelle classique et on n'aura pas non plus l'onctuosité qui peut être agréable d'une boîte automatique traditionnelle. Donc tout dépend de son usage, de ses priorités et de ses préférences. À chacun de faire son choix. Je vous recommande en tout cas, dans le doute, d'en essayer une, parce que ça pourrait vous surprendre. Au volant, la M3 E46, c'est d'abord un équilibre. Un équilibre de comportement d'une part, mais aussi un équilibre entre moteur, suspension et le poids de l'auto. C'est-à-dire qu'il n'y a ni trop de moteur, ni trop d'adhérence, et la suspension va bien par rapport à la puissance et au couple disponible. C'est homogène et équilibré. Les années ont été tendres avec la M3 E46. L'actuelle M3 a un moteur turbo et c'est vraiment pas la même chose. Cette M3 a un moteur atmosphérique de haut rendement, du genre duquel on ne peut plus avoir et elle n'en est que plus spéciale. Et maintenant, il est temps de discerner à la M3 E46 son BM Score. Son style est affirmé avec un équilibre irréprochable et indémodable, 5 sur 5. En matière de performance, on ne manque de rien, 4 sur 5. Le comportement sur route est rigoureux et joueur, les aides à la conduite rassurent tout en étant déconnectables pour les plus expérimentés, 5 sur 5. Le charisme mécanique du S54, dernier d'une lignée légendaire, ne sera probablement jamais surpassé, 5 sur 5. Niveau pratique, c'est la sportive polyvalente. Il faut juste être conscient de l'entretien inhérent à ce genre de mécanique pointue, 4 sur 5. Rapport qualité-prix, la cote de la M3 E46 a déjà beaucoup augmenté, mais c'est sans doute loin d'être fini, 3 sur 5. Ce qui fait un BM score total de 26 sur 30, soit 87%. Mention très bien. La M3 E46 marque la fin d'une longue lignée de BMW traditionnelle. Certains peuvent préférer la précédente, la M3 E36, avec son absence de filet de sécurité et son côté un peu plus old school. D'autres peuvent préférer la E90 M3 plus moderne, avec son V8 envoûtant. Et vous, si j'avais une baguette magique que je pouvais agiter pour vous apporter votre M3 de rêve, ce serait laquelle? Mais attendez un instant. Et si la meilleure M3 était en fait une Porsche? Parce que vous pourriez opter pour le même budget pour sa grande rivale de l'époque, la Porsche 996. Elle correspond parfaitement au cahier des charges à partir du moment où vous avez des enfants de bas âge ou des amis de petite taille. Si cette vidéo vous a titillé l'envie d'aller chiner sur le bon coin, alors faites une pause et regardez d'abord cette vidéo. Car je vous y dévoile comment décrypter une annonce et évaluer à distance une auto. Ne ratez pas cette vidéo parce que c'est celle qui a suscité le plus d'enthousiasme et de retours positifs de la part des BMistes. C'est un vrai guide pour les chasseurs de bonnes affaires BMW.